Je ne suis venue ici que pour servir, monsieur le baron, mais si cette maison croit qu'une domestique ne voit rien, alors elle se trompe depuis plus longtemps que vous ne pleurez votre femme. Je ne suis venu ici que pour servir, monsieur le baron, mais si cette maison croit qu'une domestique ne voit rien, alors elle se trompe depuis plus longtemps que vous ne pleurez votre femme. Ciao. Élise Martin arrive au château de Valombre comme nouvelle domestique engagée par une agence de Tours. Le domaine appartient au baron Lucien de Valombre. Veuve depuis 3 ans, qui vit enfermée dans le deuil de son épouse Ariane et dans le silence de sa fille Clara, dès la première nuit, Élise est forcée de nettoyer l'escalier où Ariane est morte. Mais elle découvre un détail que personne n'aurait dû laisser derrière. Dans cette maison où les serviteurs doivent baisser les yeux, une petite fille muette murmure enfin une vérité interdite. Élise Martin arriva au château de Valombre sous une pluie si fine qu'elle semblait avoir été inventée par la maison elle-même pour effacer les pas des nouveaux venus. Le taxi de l'agence l'avait déposée devant la grille en fer forgé, puis avait disparu dans l'allée bordée de platanes, la laissant avec une valise noire, un manteau trop mince et un contrat de travail signé électroniquement sur son téléphone. Au bout de l'allée, le château se dressait comme une blessure noble au milieu de la Loire, avec ses tours pâles, ses fenêtres hautes, ses toits d'ardoise et cette manière qu'ont les vieilles demeures de juger ceux qui arrivent sans nom. Élise connaissait les maisons riches, sa mère y avait cousu, plié, réparé, puis pleuré lorsqu'on l'avait accusée d'un vol qu'elle n'avait jamais commis. Elle s'était jurée de ne jamais servir dans une maison où les portraits regardent les domestiques comme des meubles mobiles. Et pourtant elle était là, 26 ans, 2 mois de loyer en retard, un frère cadet encore en formation, et l'envie obstinée de comprendre pourquoi le nom Valombre avait autrefois fait taire sa mère dès qu'il passait à la radio. La gouvernante, Madame Besson, la fit entrer par la porte de service sans lui laisser le temps de contempler le grand perron. Ici, Mademoiselle Martin. On ne traverse pas le hall principal sans y être appelé. On ne monte pas au 3e étage. On ne parle pas à Mademoiselle Clara sans autorisation. Et l'on ne pose aucune question sur Madame la baronne, énonça-t-elle en consultant sur une tablette la fiche envoyée par l'agence de Tours. La tablette paraissait presque insolente dans le couloir de pierre. Entre les crochets de cuivre, les bottes cirées et les odeurs de cire froide, Élise répondit qu'elle comprenait les règles. Mais ses yeux avaient déjà commencé leur travail silencieux. Un système d'alarme moderne clignotait près d'une porte ancienne. Une caméra de sécurité fixée sous une corniche semblait avoir été récemment déplacée sur un guéridon près de l'office. Un bouquet de fleurs fanées portait encore une carte non signée. Dans les maisons riches, les secrets ne se cachaient pas seulement dans les coffres, ils se déposaient dans les habitudes trop propres, dans les angles trop évités, dans les phrases répétées par ceux qui avaient appris à survivre au service des puissants. Le baron Lucien de Valombre apparut au bout du grand couloir avant qu'on lui montre sa chambre. Il portait un costume sombre, non par élégance mondaine, mais comme un homme qui n'a jamais vraiment quitté un enterrement. Il était plus jeune qu'Élise ne l'avait imaginé. 40 ans peu, être, le visage creusé, les cheveux noirs déjà marqués de gris aux tempes, les yeux d'un bleu fixe, qui ne semblait plus attendre grand-chose du monde. Madame Besson se redressa aussitôt. « Monsieur le baron, la nouvelle employée est arrivée. » Lucien la regarda à peine, puis son attention s'arrêta sur la valise usée d'Élise, ses chaussures mouillées, les mains qu'elle gardait jointes devant elle pour paraître calme. « L'agence vous a expliqué que Valombre n'est pas une maison facile, dit-il. Élise inclina légèrement la tête. On m'a surtout expliqué que le salaire était payé à date fixe. Monsieur le baron, les maisons faciles n'engagent pas des domestiques par urgence un soir de pluie. Madame Besson retint son souffle. Lucien. Louis. Ne sourit pas. Mais son regard se posa enfin vraiment sur elle. Comme s'il venait de remarquer qu'une voix vivante avait traversé un couloir trop longtemps habitué au murmure. Il aurait pu la congédier pour insolence. Il se contenta de dire que le travail commencerait le soir même, car plusieurs pièces de réception devaient être préparées pour la visite d'un cabinet d'architecture mandaté par un groupe hôtelier. Cette phrase fit tourner la tête de Madame Besson avec une nervosité brève. Élise ne laissa rien paraître. Mais elle nota le détail, un château en deuil, un baron silencieux, une enfant enfermée dans son mutisme.
et déjà des architectes pour transformer des ailes anciennes en suites de luxe, Lucien ajouta plus bas. En regardant vers le grand escalier au fond du hall, le marbre doit être nettoyé avant demain matin, il y a des traces d'humidité sur les marches. Madame Besson protesta que quelqu'un d'autre pouvait s'en charger. Mais il répondit que non, puis se détourna. Élise comprit avant qu'on le lui dise. C'était l'escalier où Ariane de Valombre était morte 3 ans plus tôt. On venait à peine de lui donner un uniforme qu'on la mettait déjà à genoux sur un lieu de deuil. Peu, être était-ce une épreuve. Peu, être une négligence cruelle. Dans les 2 cas, elle accepta. Parce qu'une domestique qui refuse dès la première heure redevient vite une fille pauvre avec une valise sur le perron. La nuit descendit tôt sur Valombre. Élise enfila la robe noire et le tablier blanc rangé dans une armoire de service, puis traversa le hall avec un seau, des chiffons et une bouteille de produits pour pierres naturelles, dont l'étiquette portait un QR code de livraison récente. L'escalier s'élevait en double volée. Majestueux, glacial, avec une rampe de fer ouvragée et des marches de pierre usées au centre par 2 siècles de pas. Au pied de la première volée, un tapis avait été retiré, laissant voir une zone plus claire, presque trop frottée, comme si quelqu'un avait voulu faire disparaître jusqu'à la mémoire d'une chute. Élise s'agenouilla. Elle connaissait ce geste. Sa mère lui avait appris à regarder les sols comme d'autres lisent des lettres. La poussière dit qui entre, la cire dit qui cache. Les fibres disent ce que les mains ont perdu. En passant son chiffon sous la 3e marche latérale, elle sentit une résistance minuscule. On file, elle tira doucement et fit apparaître un morceau de renoncement blanc. Un fragment de dentelle fine coincé dans une fente de pierre, jauni par le temps, mais trop délicat pour appartenir à un tapis. Elle le cacha dans sa paume au moment où un bruit léger vint du haut de l'escalier. Une fillette se tenait entre 2 colonnes, en chemise de nuit, pieds nus, les cheveux bruns tombant autour d'un visage trop pâle, Clara de Valombre. Élise l'avait aperçue seulement sur une photographie dans le couloir des appartements privés, à côté de sa mère Ariane, toutes 2 en robe claire dans la roseraie. L'enfant réel avait quelque chose de plus fragile et de plus attentif, comme si 3 années de silence avaient fait d'elle une petite sentinelle. « Mademoiselle Clara » murmura Élise sans se lever trop vite, pour ne pas l'effrayer. « Vous devriez être couchée. Il fait froid dans le hall. » L'enfant ne répondit pas. Ses yeux fixaient la main fermée d'Élise. Puis la marche, puis le haut de l'escalier. Élise ouvrit légèrement sa paume et laissa voir le morceau de dentelle. Le visage de Clara se contracta. Elle descendit une marche, puis une autre, silencieuse, comme une ombre qui aurait appris à marcher pour ne pas réveiller les morts. Et alors, pour la première fois depuis 3 ans, selon tout ce que la maison disait, à voix basse, Clara parla. Ce n'était pas un accident. Bye. Les mots furent si faibles qu'Élise crut d'abord les avoir rêvés, mais Clara avait porté une main à sa bouche comme si sa propre voix venait de la trahir. Élise sentit son cœur se serrer. Elle avait devant elle une enfant de 8 ans, fille d'un baron, prisonnière d'un silence que les adultes appelaient traumatisme, parce que ce mot évitait de demander ce qu'elle avait vu. « Qu'avez-vous dit » Mademoiselle demanda Élise, non comme une domestique curieuse, mais avec cette douceur précise des gens qui savent qu'une vérité effrayée se referme au moindre mouvement brusque. Clara recula aussi. Derrière elle, une porte s'ouvrit au 1er étage. Lucien apparut, en robe de chambre sombre, le visage soudain traversé d'une peur presque sauvage. Clara, ce seul prénom contenait un ordre, une prière et une panique. L'enfant se figea, puis courut vers lui sans un mot. Lucien la prit dans ses bras, mais ses yeux restèrent sur Élise, sur le seau, sur la marche, sur le chiffon. « Que lui avez-vous fait » La question frappa Élise plus violemment qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se redressa lentement, le morceau de dentelle toujours caché entre ses doigts. « Rien, monsieur le baron. Je crois plutôt que cette maison lui a fait quelque chose et que tout le monde ici a trouvé plus commode d'appeler cela silence. » Dures. Le visage de Lucien se durcit. Il descendit quelques marches avec Clara serrée contre lui. Mais l'enfant, au lieu de cacher son visage contre son épaule, regardait Élise comme si elle craignait qu'on la fasse disparaître à son tour. « Vous êtes ici depuis moins d'1 heure et vous parlez déjà de ce que vous ignorez, » dit Lucien d'une voix basse.
Élise aurait dû s'excuser. Une employée raisonnable aurait parlé d'incompréhension, de fatigue, de maladresse. Mais elle revit sa mère debout dans une cuisine étrangère, accusée par des gens qui savaient qu'elle n'avait pas le langage pour se défendre. Elle répondit donc sans baisser les yeux. « Je ne suis venue ici que pour servir Monsieur le baron. Mais si cette maison croit qu'une domestique ne voit rien, alors elle se trompe depuis plus longtemps que vous ne pleurez votre femme. » Le silence qui suivit sembla arrêter les horloges du hall. Madame Besson surgit au bout du couloir, porta une main à sa poitrine. Lucien devint très pâle. Clara, contre lui, ne respirait presque plus. Puis l'enfant tendit une main vers Élise. Non, pour la rejoindre complètement, mais assez pour que Lucien voie le geste. Ce fut ce petit mouvement qui l'empêcha de renvoyer la nouvelle domestique sur le champ. Une autre voix descendit alors de l'aile droite. Madame Hélène de Valombre apparut en robe de soie sombre, les cheveux argentés parfaitement retenus. Un parfum d'iris froid précédant ses pas. Elle n'avait pas l'âge de la fragilité, mais celui d'un pouvoir poli par des années de décisions prises avant le petit déjeuner. « Que se passe-t-il donc ici » demanda-t-elle, en regardant d'abord le sceau, puis Élise, puis Clara. Comme si l'ordre naturel des choses venait d'être sali, Lucien répondit que Clara s'était levée, que rien de grave n'était arrivé. Mais Hélène n'écoutait déjà plus. Son regard s'était fixé sur Élise avec une attention trop rapide. « Martin » dit-elle, comme si le nom lui avait échappé malgré elle. Élise sentit son corps se tendre. « Oui. »« Madame. » Hélène sourit, reprenant aussitôt son masque. « Un nom commun ? Il m'a semblé l'avoir déjà entendu dans une autre maison. » Élise sut alors qu'elle mentait. Les gens qui ne connaissent pas un nom ne prennent pas la peine d'en souligner la banalité. « Ma mère cousait pour plusieurs familles de la région avant de quitter le service. » Répondit-elle. « Peu. Être avez-vous porté quelque chose qu'elle avait réparé ? Les domestiques laissent souvent des traces sur les choses que les maîtres croient seulement posséder. » Thus Henry. Hélène ne répondit pas. Mais sa mâchoire se contracta si légèrement qu'Élise eut la certitude d'avoir touché quelque chose. Lucien, Louis, semblait partagé entre la colère, l'épuisement et une stupeur plus intime. Clara avait parlé. Peu, être n'avait-il pas entendu les mots exacts? Ou peu, être refusait-il déjà de les entendre? Mais il savait qu'une porte s'était ouverte dans son enfant et que la première personne devant cette porte n'était ni lui, ni sa tante, ni un médecin payé par la famille. C'était une domestique à genoux sur l'escalier. Hélène proposa sèchement de raccompagner Clara dans sa chambre, mais l'enfant se crispa aussitôt. Lucien le sentit et ne la força pas. Élise parla plus doucement. « Mademoiselle Clara peut monter avec son père. Je terminerai ici. Il n'y aura plus de produits forts sur les marches. » L'odeur semble la troubler. Lucien la regarda avec surprise. « Comment le savez-vous » Élise montra le flacon. « Parce qu'elle a reculé quand je l'ai ouvert. Pas quand je me suis levé. Et parce que les enfants qui ne parlent pas disent encore beaucoup quand personne ne les interrompt. » Cette observation changea quelque chose, imperceptiblement. Lucien ne remercia pas Élise, mais il ne la contredit pas. Il porta Clara vers l'étage, et la petite, avant de disparaître, tourna une dernière fois la tête vers la domestique. Hélène resta près du bas de l'escalier. « Vous êtes vive pour une fille engagée au ménage, » dit-elle. Élise reprit son chiffon. « On devient vive quand on travaille dans des maisons où une phrase mal comprise peut vous coûter votre place. » Hélène descendit 2 marches. « À Valombre, une phrase mal placée peut coûter davantage. Souvenez-vous que vous êtes ici pour nettoyer, pas pour interpréter les deuils de vos employeurs. » Élise sentit le morceau de dentelle dans sa manche. Contre sa peau, « Je nettoierai ce qu'on me demande. »« Madame, mais parfois, quand on frotte trop longtemps au même endroit, ce n'est pas la tâche qui disparaît, c'est ce qui la recouvrait. » Hélène la fixa comme on évalue un risque encore petit, mais déjà irritant. Puis elle tourna les talons. Son parfum d'iris resta dans le hall après elle. Et froid, précis, étrangement déplacé près de l'escalier mouillé. Lorsque la maison redevint silencieuse, Élise termina de laver les marches, mais elle ne remit pas le fragment de dentelle là où elle l'avait trouvé.
Elle le glissa dans une enveloppe propre récupérée à l'office, nota mentalement l'emplacement exact, puis observa la rampe. Les angles de caméra et la petite zone blanchie par un nettoyage ancien. Au-dessus de la première volée, un portrait d'Ariane de Valombre regardait le hall avec une mélancolie douce. Élise remarqua qu'il était légèrement de travers, comme si quelqu'un l'avait déplacé puis raccroché trop vite. Elle résista à l'envie de monter. Le 3e étage était interdit. La première nuit n'était pas le moment de briser toutes les règles, mais elle savait déjà que cette interdiction contenait plus qu'une mesure de sécurité. Elle contenait une peur. De retour dans sa petite chambre sous les combles de service, elle sortit de sa valise une vieille photo de sa mère, puis posa à côté l'enveloppe avec la dentelle. Les motifs se ressemblaient, la même main, peut être, ou la même école de couture, ou le même piège. Au petit matin, Lucien la trouva dans la bibliothèque. Non parce qu'elle avait désobéi, mais parce que Madame Besson l'avait envoyée épousseter les rayonnages avant l'arrivée des architectes. La lumière grise entrait par les hautes fenêtres, révélant des milliers de particules de poussière autour d'elle. Élise tenait un chiffon, mais son regard s'était arrêté sur un dessin posé entre 2 livres, une feuille d'enfant représentant un escalier, une femme en robe claire, une longue écharpe ou un morceau de dentelle, et derrière elle, une silhouette sombre sans visage. Lucien vit la feuille au même instant qu'elle. Il s'approcha et la prit avec une douceur douloureuse. « Clara dessine cela depuis 3 ans, dit-il. Les médecins appellent cela une répétition traumatique. » Élise répondit sans détour. « Les médecins nomment parfois les choses pour que les familles puissent dormir. Moi, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sais qu'un enfant ne répète pas toujours une peur. Parfois, il répète une information que personne ne lui permet de finir. » Lucien ferma les yeux. « Vous parlez comme si ma femme avait été abandonnée par ceux qui l'aimaient. » Élise pensa aux fragments de dentelle cachés dans sa chambre, à Hélène prononçant son nom trop vite, à sa propre mère humiliée autrefois. « Je parle comme quelqu'un qui sait que l'amour peut pleurer une morte pendant des années, tout en laissant les vivants ranger la pièce où elle a crié. » « Où elle vaut ?» Lucien ne la renvoya pas. Il resta debout devant elle, tenant le dessin de Clara, et pour la première fois son deuil ne parut plus seulement noble ou tragique. Il parut coupable. Derrière la fenêtre, une voiture noire entrait dans la cour avec le logo discret d'un groupe hôtelier parisien. Les architectes arrivaient, les plans de transformation dans leurs tablettes, prêts à mesurer les chambres où Ariane avait vécu, les couloirs où Clara avait cessé de parler, les escaliers que l'on avait trop nettoyés. Lucien regarda la voiture. Puis Élise, « Mademoiselle Martin, vous ne monterez pas au 3e étage. » La phrase aurait dû être un ordre. Elle sonna comme une demande désespérée. Élise inclina la tête. Mais son regard ne se baissa pas. « Alors donnez-moi une raison de croire que ce qui s'y trouve ne concerne pas votre fille. » Lucien ne répondit pas. Dans ce silence, Élise comprit que le château venait de changer pour elle. Elle était entrée comme domestique pour servir. Elle resterait, pour l'instant, comme témoin. Et quelque part entre les marches froides, les dessins d'une enfant muette et le parfum d'iris d'une femme trop calme, le cœur du baron de Valombre venait de battre non pour une nouvelle passion, mais pour une vérité qu'une simple Eugaille avait eu le courage de voir. Le lendemain, Château de Valombre se réveilla comme une maison qui avait regretté d'avoir laissé trop de choses se dire pendant la nuit. Les couloirs furent lavés avant l'aube, les rideaux tirés avec une précision excessive, les fleurs fanées retirées du guéridon, et Madame Besson donna ses ordres avec une nervosité plus sèche que la veille. Élise comprit vite qu'ici, après chaque fissure, on ajoutait une couche de cire. On lui confia les chambres de l'aile nord, puis les petits salons que les architectes du groupe hôtelier devaient visiter en fin d'après-midi, mais chaque consigne revenait à la même frontière, ne pas monter au 3e étage, ne pas ouvrir la porte de l'ancienne chambre de couture, ne pas parler à Clara si l'enfant ne venait pas d'elle-même. Pourtant, lorsqu'Élise passa devant la bibliothèque avec une panière de linge, elle vit Clara assise sous une table, les genoux serrés contre elle. Un carnet à dessin posé sur les jambes, Lucien se tenait à quelques mètres, immobile, incapable d'entrer dans la cachette de sa fille sans lui faire peur. Élise posa la panière au sol et dit doucement, sans se pencher trop vite, « Mademoiselle Clara,
Je dois plier les draps dans la pièce voisine. Si vous aimez le silence, il y en aura assez pour deux. Aul Coria. Clara ne répondit pas, mais elle sortit de sous la table quelques minutes plus tard et suivit Élise jusqu'au petit salon bleu. Celui dont les boiseries avaient été ternies par des années de fenêtres trop peu ouvertes, Lucien resta sur le seuil, comme un homme qui regarde une porte s'ouvrir pour quelqu'un d'autre dans la maison dont il porte pourtant le nom. Élise ne fit aucun commentaire. Elle étendit un drap sur le dossier d'un canapé, sortit une aiguille pour reprendre un ourlet défait, et laissa Clara s'installer près de la fenêtre. L'enfant dessina d'abord sans lever les yeux, puis, lentement, elle poussa une feuille vers Élise. On y voyait encore l'escalier. La femme en robe claire, la dentelle qui semblait flotter comme une aile arrachée, et derrière, cette silhouette sombre presque effacée, mais un détail nouveau attira l'attention d'Élise, un petit flacon dessiné près de la rampe, avec des traits qui évoquaient une odeur, ou peut être une brume. Élise se souvint du parfum d'iris d'Hélène. Si froid, si présent dans le hall après son passage, elle ne demanda pas qui était la silhouette. Elle dit seulement, quand une odeur reste dans un dessin, c'est qu'elle a fait peur au nez avant de faire peur aux yeux. Clara la regarde. Surprise d'être comprise sans être interrogée, Lucien entra alors, sans franchir entièrement la pièce, et vit la main de sa fille posée près de celle d'Élise. La scène ne contenait rien d'indécent, rien qu'une domestique reprenant un ourlet et une enfant respirant à côté d'elle. Mais pour lui, elle semblait bouleverser 3 années d'efforts médicaux, de consultations spécialisées à Tours, de bilans psychologiques et de repas muets. Clara ne laisse personne s'approcher de ses dessins, murmura-t-il. Élise continua son point. Parce qu'un regard trop direct aurait fait fuir l'enfant. Peut être parce qu'on lui demandait ce qu'il signifiait avant de regarder ce qu'il montrait. Lucien resta silencieux. La phrase l'atteignit, mais il n'en fit pas une querelle. Il demanda si Clara voulait prendre son déjeuner avec lui dans la véranda. L'enfant secoua la tête. Puis, après une hésitation qui sembla lui coûter tout son courage, glissa son dessin dans la panière de linge d'Élise. Ce don minuscule changea l'air de la pièce. Lucien le vit. Son visage se contracta, non de jalousie, mais d'une douleur plus nue. Sa fille confiait à une employée ce qu'elle ne pouvait toujours pas confier à son père. Élise ne triompha pas. Elle sentit au contraire la gravité de cette confiance, et elle comprit qu'à Valombre, accepter un dessin d'enfant pouvait devenir plus dangereux qu'ouvrir un coffre. La réaction d'Hélène ne tarda pas. Elle attendit Élise dans le couloir des appartements privés, là où la lumière tombait mal et où les tapis étouffaient les pas. « Vous avez un talent remarquable pour vous rendre indispensable en moins de 24 heures, dit-elle sans élever la voix. Élise portait une pile de serviettes brodées et dut la serrer plus fort pour ne pas montrer que la remarque l'avait touchée. Je plie. Yenet toye. Je réponds quand on me parle. Cela ne suffit généralement pas à rendre une domestique indispensable. Hélène s'approcha. Et son parfum d'iris, discret mais obstiné, effleura Élise comme un souvenir forcé. Clara est une enfant fragile. Monsieur le baron est un homme brisé. Et cette maison porte un deuil que vous ne comprenez pas. Une jeune femme de votre condition peut confondre l'attention d'un veuf avec une ouverture. Je vous conseille de rester du côté des portes que l'on vous demande d'entretenir, pas de celles que vous rêvez de franchir. Élise pensa à sa mère, accusée d'avoir voulu toucher aux bijoux d'une famille qui ne lui aurait jamais permis de porter une simple broche. « Madame, je connais très bien les portes. Ce sont souvent les maîtres qui oublient qu'une porte fermée n'empêche pas le linge sale de sortir. » Wartou, l'après-midi, Madame Besson envoya Élise dans l'aile ouest, prétextant que les architectes ne visiteraient pas cette partie et qu'il fallait pourtant retirer la poussière avant l'inventaire numérique du patrimoine. L'ordre ressemblait à une punition, mais il contenait une possibilité. L'aile ouest était plus froide, moins habitée, avec des housses sur les meubles, des tableaux retournés contre les murs et des capteurs d'alarme récents fixés sur des encadrements du XVIIIe siècle. Élise entra dans une petite chambre d'appoint, puis dans un cabinet de toilette, puis dans un couloir qui menait vers une porte plus basse que les autres. Sur la tablette de gestion du personnel laissée à l'office, cette porte apparaissait sous une mention neutre réserve textile, accès interdit sans validation. Pourtant,
L'ancienne plaque de cuivre portait encore, sous l'oxydation, un mot à peine visible couture. Élise resta immobile. Sa mère avait été couturière, Hélène avait reconnu son nom, Ariane avait laissé une dentelle dans l'escalier. Toutes ces choses ne prouvaient rien, mais elles formaient le genre de silence qui appelle la main. La clé n'était pas sur le trousseau ordinaire. Alors Élise observa la serrure, puis le chambranle, puis remarqua qu'un fil rouge était coincé près d'une charnière, comme si la porte avait été ouverte récemment malgré l'interdiction. Elle n'ouvrit pas tout de suite. Elle revint à l'office, prit le panier de chiffon propre et le vieux passe-partout que Madame Besson utilisait pour les armoires de linge, puis retourna dans l'aile ouest, à l'heure où les architectes occupaient tout le monde au rez-de-chaussée. La porte résista, gémit, puis céda avec cette lenteur des pièces qui n'ont pas été oubliées mais surveillées. La chambre de couture d'Ariane sentait la lavande sèche, le papier ancien et le tissu enfermé. Des mannequins recouverts de draps se tenaient comme des silhouettes patientes. Des boîtes de fils étaient alignées sur une étagère et une machine à coudre ancienne dormait sous la poussière. Sur une table, Élise trouva un cahier relié de toile bleue. Ce n'était pas un journal intime au sens ordinaire. Ariane y notait les modèles, les reprises, les outlets, les noms des femmes de chambre qui avaient aidé, les dentelles utilisées pour les robes de réception et, entre deux descriptions techniques, des phrases plus personnelles. Une page fit battre le cœur d'Élise plus vite. Dentelle de Mireille Martin. Excellente main. Motif repris pour le foulard blanc du bal d'automne. À remercier discrètement, Hélène trouve sa présence trop familière. Mireille Martin. Sa mère, le nom était là. Dans l'écriture d'Ariane, non comme celui d'une voleuse, mais comme celui d'une femme estimée, Élise dut s'asseoir sur un tabouret pour ne pas tomber sous l'effet de la découverte. Elle revit sa mère dans leur petit appartement de Tours, les doigts déformés par le travail, répétant qu'il ne fallait jamais croire aux familles qui vous sourient en haut de l'escalier et vous accusent en bas. Elle avait toujours refusé de raconter précisément ce qui s'était passé à Valombre, parlant seulement d'un bijou disparu, d'une chambre interdite, d'une dame trop puissante pour être contredite. Dans le cahier d'Ariane, quelques pages plus loin, le ton changeait. Le trame d'émeraude n'est pas dans l'écrin. Hélène prétend que Mireille a eu accès à la vitrine. Je ne la crois pas. Il faudra parler à Lucien avant la réception des mécènes, puis une autre note. Plus trembler, si quelque chose m'arrive. Clara a vu le foulard. Ne laisse pas Hélène dire que Mireille a volé ce qui sert déjà ailleurs. Élise relut la phrase 3 fois. Ce n'était plus seulement l'histoire de sa mère, c'était la mort d'Ariane. Les dessins de Clara, le fragment de dentelle et le bijou disparu qui se nouaient dans la même pièce. Elle prit des photos avec son téléphone, puis scanna plusieurs pages grâce à l'application de l'agence. Détournée de son usage normal, ses mains tremblaient. Mais chaque image sauvegardée lui rendait une parcelle de voix. Lucien la trouva là avant qu'elle ait remis le cahier en place. Il aurait pu appeler cela une violation de consigne, il aurait pu la renvoyer sans solde. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage plus bouleversé que furieux, comme si la simple vision de cette pièce rouverte lui faisait mal physiquement. « Personne n'entre ici, » dit-il. Élise se lèva. Le cahier contre elle, c'est précisément le problème. Monsieur le baron, personne n'entre dans les pièces où les morts ont laissé des phrases, et ensuite, les vivants appellent cela respecter leur mémoire. Il regarda la machine à coudre. Les bobines. Et joue les draps sur les mannequins. Ariane travaillait ici quand elle voulait fuir les dîners de famille. Je n'y suis jamais revenu après sa mort. Élise répondit plus doucement, car sa colère rencontrait soudain une douleur réelle. Elle y parlait encore. Dans ce cahier, elle parle de ma mère, Mireille Martin, celle qu'on a accusée d'avoir volé un trame d'émeraude dans votre maison. Lucien fronça les sourcils. Votre mère était cette couturière. Le mot cette aurait pu blesser Élise. Mais son étonnement semblait sincère. Elle ouvrit le cahier devant lui. Ariane ne la croyait pas coupable. Elle voulait vous parler. Elle a écrit le nom d'Hélène. Et elle a écrit que Clara avait vu le foulard. Tout près. Lucien lut les lignes sans bouger. La couleur quitta son visage lentement, comme si le sang lui-même reculait devant ce qu'il avait évité pendant 3 ans. Hélène m'a dit qu'Ariane était confuse les dernières semaines.
qu'elle accusait tout le monde, qu'elle ne dormait plus, qu'elle imaginait des vols pour attirer mon attention. Après sa mort, j'ai voulu croire que ces notes n'étaient que des fragments de peur. Élise ferma le cahier avec précaution. Croire cela vous évitait peu, être de relire les fragments, il ne la contredit pas. Au lieu de cela, il s'assit sur une chaise basse, comme un homme soudain moins baron que veuf. Je l'ai pleuré en gardant intacte la version qui m'écrasait le moins. Si elle était morte de tristesse, alors je pouvais porter la faute seule. Si elle avait vu quelque chose, alors je devais regarder ceux qui étaient encore dans cette maison. Cette confession entra en Élise avec une violence inattendue. Elle n'avait pas prévu d'avoir pitié de lui. Elle ne voulait pas. Mais il venait de nommer ce que beaucoup de puissants refusent: la douleur personnelle peut devenir un refuge contre la vérité des autres. Un bruit léger les interrompit. Clara se tenait dans le couloir, les yeux fixés sur le cahier. Lucien se leva aussitôt, mais Élise leva une main pour lui demander de ne pas avancer trop vite. L'enfant entra dans la chambre de couture avec une lenteur presque sacrée. Elle toucha le bord d'un mannequin, puis une boîte de fils, puis montra une bobine blanche. « Maman » souffla-t-elle. Lucien porta une main à sa bouche. Élise sentit ses propres yeux la brûler. Clara prit alors une feuille posée sur la table et dessina maladroitement un foulard blanc, une main qui le tirait, et une petite tache près de la rampe. Puis elle désigna le flacon imaginaire qu'elle avait déjà dessiné dans la bibliothèque et murmura un mot presque inaudible: « Iris, le parfum d'Hélène ». Revenu comme un fantôme dans la bouche d'une enfant, Lucien ferma les yeux. Élise posa le cahier devant lui. Non comme une victoire, mais comme une charge qu'il ne pouvait plus laisser porter à d'autres. « Votre fille parle. Monsieur le baron, cette fois, n'appelez pas cela seulement un symptôme. » Aloka. Le soir, Hélène apprit que la chambre de couture avait été ouverte. Elle entra dans le petit salon où Lucien, Élise et Madame Besson classaient déjà les pages scannées, et la température sembla baisser d'1 degré. « Quelle scène touchante !» dit-elle en voyant le cahier. Une domestique découvre un vieux carnet, et soudain tout le monde oublie la prudence. « Lucienne, tu ne vas tout de même pas laisser une employée d'agence remuer le délire de ta femme devant ta fille. » Lucienne s'éleva. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait perdu l'obéissance lasse de la veille. Ariane n'était pas délirante parce que cela t'arrangeait qu'elle le soit. Et Élise Martin n'est pas seulement une employée quand les pages de ma femme nomment sa mère. Hélène se tourna vers Élise avec une violence contenue. « Ah, nous y voilà. La fille revient pour laver le nom de la mère, entrer dans les confidences du veuf et troubler une enfant fragile. C'est presque trop bien cousu. » Élise sentit la phrase chercher à la réduire à l'ambition sale que sa mère avait déjà subie. Elle répondit calmement: « Ma mère cousait mieux que moi. »« Madame, mais même moi, je vois quand un ourlet cache une déchirure. » Boripras, cette nuit-là, Élise ne dormit presque pas. Elle relut les photos du cahier sur son téléphone, sauvegarda les scans sur une clé que Madame Besson lui procura en silence. Puis regarda longtemps le fragment de dentelle trouvé sous l'escalier. Le motif correspondait à celui décrit par Ariane, un fin rameau de lierre, 3 points serrés. Une erreur volontaire dans la bordure que sa mère ajoutait pour reconnaître ses propres pièces. Dans le couloir, Clara passa une fois devant sa porte et glissa dessous un nouveau dessin. Cette fois, la silhouette sombre avait des cheveux relevés comme Hélène. Et près de la femme en robe claire, on voyait une petite main d'enfant derrière les barreaux de la rampe. Élise posa le dessin près du fragment, puis entendit frapper doucement. Lucien se tenait là, sans entrer, un dossier ancien à la main. J'ai demandé la sauvegarde des images de caméra de l'aile principale. On me répond qu'un disque dur est corrompu depuis la nuit de la mort d'Ariane. Élise leva les yeux vers lui. Les choses corrompues ne le sont pas toujours assez pour se taire. Il existe des spécialistes pour récupérer les données. Luciana Chiesa. Je les appellerai demain. Et cette fois, je lirai avec vous avant de laisser ma tante expliquer ce que nous voyons. Parawibo. Au matin, alors que les architectes du groupe hôtelier présentaient au rez-de-chaussée des plans de suite, de spa patrimonial et de salon de dégustation dans l'aile, Élise nettoyait en silence les vitres du couloir. Observant Hélène, commenter chaque transformation avec l'aisance d'une femme qui vend déjà une maison qu'elle prétend sauver. Lucienne. Louis.
n'écoutait plus vraiment. Il regardait l'escalier, la porte de la chambre de couture, puis sa fille qui, pour la première fois depuis des années, mangeait un morceau de brioche à côté d'Élise dans l'office, sans fuir les bruits de la maison. Le baron comprit peu, être alors que le château n'était pas menacé seulement par des dettes ou des hôtels, mais par le silence qu'il avait pris pour du respect. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la vitre, Élise ne baissa pas les yeux. Elle savait désormais que son arrivée à Valombre n'était pas un hasard de contrat. Sa mère avait laissé une trace dans la dentelle d'Ariane. Clara avait gardé une odeur dans ses dessins, et Lucien commençait enfin à comprendre qu'on ne sauve pas un deuil en enfermant la vérité au 3e étage. La domestique était encore en uniforme, encore payée pour servir. Mais quelque chose dans la maison venait de changer de maître. La peur n'était plus seule à donner des ordres. Le matin où Lucien demanda que l'on rouvre les archives de la mort d'Ariane, Château de Valombre sembla retenir son souffle comme une personne surprise en faute. Madame Besson fit venir des cartons scellés depuis 3 ans depuis le bureau du régisseur. Le vieux disque dur du système de surveillance fut posé sur la table de la bibliothèque et les dossiers de police, d'assurance et de succession furent alignés devant le baron comme autant de pierres froides autour d'une tombe qu'il avait trop longtemps visitée sans jamais la déplacer. Élise se tenait près de la fenêtre avec un chiffon à la main, officiellement chargé d'épousseter les rayonnages. Mais Lucien ne lui demanda pas de sortir. Ce simple silence avait valeur d'autorisation et de défi. Il ouvrit le rapport d'accident d'abord, relut les phrases qu'il connaissait presque par cœur. Chute dans l'escalier principal. Absence d'intervention extérieure identifiable. État émotionnel, fragile de la défunte. Témoin mineur, en état de choc incapable de déposer. Chaque ligne lui parut soudain écrite pour protéger les vivants, plus que pour comprendre la morte. J'ai lu ceci des dizaines de fois. Dit-il enfin, d'une voix basse. Je croyais y chercher Ariane. En réalité, j'y cherchais une version de sa mort qui me permettait de rester seul coupable, parce que cela m'évitait de soupçonner ceux qui restaient près de moi. Édouard, Élise ne répondit pas tout de suite. Elle avait appris dans les maisons riches que les aveux des maîtres pouvaient devenir des pièges s'ils obligeaient les serviteurs à consoler trop vite. Elle posa seulement sur la table les scans du cahier de couture, le dessin de Clara et l'enveloppe contenant le fragment de dentelle. Votre douleur n'est pas une preuve. Monsieur le baron, ni contre vous, ni pour vous. Mais ceci peut être commence à en devenir une. Ariane a écrit que ma mère n'avait pas volé le tram d'émeraude. Elle a écrit le nom d'Hélène. Clara a dessiné une odeur, une silhouette et un foulard. Et sous la marche où tout aurait dû être nettoyé depuis 3 ans, il restait une dentelle que personne n'a voulu voir. Lucien prit l'enveloppe avec précaution, comme si le tissu pouvait encore porter la chaleur de la main d'Ariane. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il compara le motif avec celui du cahier, le petit rameau de lierre, les 3 points serrés. L'erreur volontaire dans la bordure, il se souvenait d'un foulard blanc qu'Ariane portait le soir des Mécènes, puis plus rien. Ou plutôt, il se souvenait de ce qu'Hélène lui avait répété, qu'Ariane était nerveuse, qu'elle avait bu un verre de trop, qu'elle s'était enfuie vers l'escalier, après une dispute imaginaire. L'expert informatique arriva de Tours en début d'après-midi, recommandé par un avocat patrimonial que Lucien n'avait pas consulté depuis la mort de son père. C'était un homme discret, plus à l'aise avec les serveurs qu'avec les blasons, et cette absence de révérence plut immédiatement à Élise. Il brancha le disque dur des caméras sur un ordinateur portable, puis expliqua que les fichiers de la nuit de la mort d'Ariane avaient été déclarés corrompus, mais que corrompu ne signifiait pas toujours disparu. Hélène entra dans la bibliothèque au moment où les premières lignes de code défilaient sur l'écran. « Lucien, je croyais que nous avions convenu de laisser ces souvenirs aux médecins et aux prêtres, pas aux techniciens, dit-elle avec un calme coupant. Lucien ne leva pas les yeux. Nous n'avons jamais convenu de la vérité. Nous avons seulement accepté ton vocabulaire. La phrase tomba entre eux avec une violence contrôlée. Hélène regarda Élise, puis les dossiers, puis le disque dur. Et c'est donc une employée d'agence qui te conduit aujourd'hui à traiter Ariane comme un dossier criminel. Élise sentit l'insulte, chercher sa place à bas. Celle où une domestique baisse la tête pour conserver son emploi. Elle ne la lui donna pas. Non, madame,
Ariane a été traitée comme un dossier clos. C'est peu être pire. Le premier fichier récupéré était incomplet. On y voyait le bas de l'escalier. L'ombre d'une robe claire. Une portion de rampe, puis des parasites numériques. L'expert précisa qu'il faudrait plusieurs heures pour restaurer davantage. Mais Lucien resta penché vers l'écran, comme un homme qui découvre qu'un fantôme peut avoir été réduit en pixels et oublié dans un tiroir. Clara, que personne n'avait vu entrer, apparut derrière le fauteuil d'Élise. L'enfant ne fit aucun bruit. Mais sa main chercha celle de la jeune femme, avec une urgence discrète. Élise sentit ses petits doigts froids se glisser dans sa paume. Lucien vit le geste et son visage se défit. « Clara, tu n'es pas obligée de regarder. » L'enfant serra plus fort la main d'Élise. Puis murmura avec difficulté. La dame sentait l'iris. Hélène se raidit. Personne, sauf Élise, ne regarda immédiatement vers elle. Lucien resta fixé sur sa fille. « Quelle dame ?» Mon cœur. Clara ferma les yeux, comme si chaque mot devait traverser 3 années de pierre. « Passe-maman. » L'autre. Elle a dit chut. Le silence qui suivit ne ressemblait pas à une surprise. Il ressemblait au moment où une maison comprend que même les enfants muets ont une mémoire. Hélène réagit avec une précision glaciale. Elle s'approcha de Clara et parla d'une voix presque tendre, mais trop rapide. « Pauvre petite. Les odeurs se mélangent dans les souvenirs. Surtout après un choc, ta mère portait parfois mon parfum quand nous partagions les flacons de la maison. Tu ne dois pas te forcer à répondre à des adultes qui te poussent. » Clara recula aussitôt derrière Élise. Ce mouvement fut plus clair qu'une déclaration. Lucien le vit. Son regard passa de sa fille à sa tante. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas à éviter ce que son corps comprenait avant son esprit. « Hélène, ne t'approche pas d'elle si elle ne le veut pas. » La tante de Valombre resta immobile, blessée dans sa domination, plus que dans son affection. Voilà donc où nous en sommes. Une domestique prend la main de Clara, un technicien exhume des images illisibles. Et tu me traites comme une étrangère dans une maison que j'ai maintenue debout pendant que tu te noyas dans le deuil. Lucien répondit, la voix basse, « Peu. Être-tu maintenu debout des murs qui avaient besoin que quelqu'un regarde ce qu'ils enfermaient ?» Dans la soirée, Élise descendit aux anciennes réserves avec Madame Besson, qui avait cessé de la surveiller comme une menace et commençait à la suivre comme une personne capable de nommer ce que les autres craignaient. Elles cherchèrent les registres de blanchisserie de l'année de la mort d'Ariane. La gouvernante prétendit d'abord que ces livres avaient été détruits lors de la numérisation des tâches ménagères, mais une employée qui a passé sa vie à faire disparaître des tâches sait aussi où l'on conserve les traces trop inutiles pour être remarquées. Derrière une pile de nappes jaunies, elles trouvèrent 3 carnets couverts de poussière. Élise les ouvrit sur le sol froid. À la date du bal d'automne, le linge rendu indiquait une robe claire d'Ariane, une chemise d'enfant, 4 nappes tachées de vin, mais aucune mention du foulard blanc en dentelle. En revanche, une ligne ajoutée au crayon signalait un morceau textile confié directement à Madame H. pour brûlage. Madame Besson porta une main à sa bouche. « Je n'ai pas écrit cette ligne. Le crayon n'est pas le mien. Mais le brûlage, dans une maison comme celle-ci, c'est ce qu'on fait avec les chiffons souillés. Pas avec une dentelle de baronne. » Élise sentit le fragment dans sa poche, comme s'il pesait maintenant autant qu'un témoin vivant. Le lien avec sa mère apparut le lendemain par une voix plus inattendue. « Lucienne, sur les conseils de l'avocat, demanda l'inventaire complet des bijoux Valombre, y compris les pièces mises en garantie pour maintenir le château pendant les années de dette. » Hélène protesta au nom de la discrétion familiale, mais Lucien signa l'ordre d'accès devant Élise, sans lui demander d'être reconnaissante de cette transparence tardive. Dans un dossier financier sécurisé, l'avocat retrouva la trace du trim d'émeraude prétendument volé par Mireille Martin. Il n'avait jamais disparu dans une poche de couturière. Il avait été engagé comme garantie auprès d'une banque privée à Paris, 2 mois après le renvoi de Mireille, avec une attestation signée par Hélène. Élise lut la copie et sentit sa gorge se fermer. Pendant des années, sa mère avait porté la honte d'un vol qui avait servi à sauver la trésorerie des Valombre. Elle revit ses mains abîmées, son silence devant les questions.
Sa manière de quitter les vitrines de bijoux dans les magasins comme si le verre pouvait encore l'accuser. Ma mère n'a pas seulement été renvoyée, dit Élise, sans parvenir à empêcher sa voix de trembler. Elle a été transformée en voleuse pour que votre famille puisse mettre un bijou en garantie sans expliquer pourquoi il quittait l'écrin. Dozenbot, Lucien blêmit, mais il ne détourna pas le regard. Je ne savais pas. La phrase sortit trop vite, trop familière, trop semblable à toutes celles que les maîtres prononcent quand les dégâts ont déjà eu lieu. Élise la reçut avec une froideur douloureuse. Je vous crois peu, être, mais l'ignorance des gens puissants a toujours de meilleures chambres que les victimes de leurs erreurs. Ma mère, elle, n'avait pas une aile entière pour s'y enfermer avec son chagrin. Il encaissa sans se défendre. Ce fut peu, être cela qui empêcha Élise de partir. Lucien posa la copie du dossier devant elle, puis dit avec une fatigue nue, « Je ferai réhabiliter publiquement son nom, mais je sais que cela ne rendra pas les années qu'on lui a prises. » Élise resta longtemps silencieuse. Une part d'elle aurait voulu le haïr plus simplement, mais l'homme devant elle n'était pas celui qui avait accusé Mireille. Il était celui qui avait vécu assez confortablement dans une maison capable de le faire à sa place. Cette distinction n'adoucissait rien, elle rendait seulement la justice plus difficile que la colère. Pendant que les preuves remontaient des réserves, Hélène avançait son propre calendrier. Le groupe hôtelier, Maison Aurelian, envoya un projet de partenariat révisé avec une signature numérique prévue avant la fin de la semaine et une clause de confidentialité renforcée concernant l'histoire familiale du château. Les architectes revenaient chaque jour mesurer l'aile, photographier les moulures, évaluer la transformation de la chambre d'Ariane, ensuite patrimoniale. Élise les croisa dans le couloir et sentit la nausée la prendre lorsqu'elle entendit l'un d'eux parler de l'escalier comme d'un point narratif fort pour les visiteurs sensibles au romantisme tragique. Le soir, elle rapporta la phrase à Lucien « Il resta immobile », puis se leva si brusquement que son fauteuil recula contre le parquet. « Ils veulent vendre sa mort comme une atmosphère. » Élise répondit avec une douceur sévère. Quelqu'un leur en a donné le droit, en laissant le dossier fermé. Il la regarda, atteint. Elle regretta presque la dureté de la phrase. Mais nila retira pas. Lucien avait besoin de douleur. Oui, mais pas de celle qui le gardait noble et immobile. Il avait besoin de celle qui oblige à agir. Clara fit un pas de plus ce même soir. Élise la trouva dans la chambre de couture, assise devant le mannequin où pendait encore un morceau d'étoffe blanche. L'enfant tenait un crayon et dessinait, mais cette fois elle ajoutait des mots sous les formes Maman, escalier, iris, tante, chute. Élise sentit son cœur se serrer. Lucien entra doucement, appelé par Madame Besson, et resta près de la porte comme on s'approche d'un animal blessé. Clara leva les yeux vers lui, puis vers Élise, puis prononça une phrase brisée mais entière par son intention. « Papa, maman voulait te donner la lettre. » Lucien chancela presque. « Quelle lettre ?»« Clara. » L'enfant montra le mannequin. Puis le portrait d'Ariane accroché de travers dans le couloir visible depuis la pièce. Élise se souvint de ce détail dès la première nuit. Avec l'autorisation de Lucien, elle décrocha le portrait. Derrière, dans une cavité étroite, se trouvait une enveloppe cachetée, jaunie sur les bords. Portant le prénom de Lucien de la main d'Ariane, Hélène avait laissé la toile couvrir une voie pendant 3 ans. Lucien ne l'ouvrit pas seul. Il aurait pu, et peut, être une part de lui l'aurait voulu. Mais il posa l'enveloppe sur la table de couture et demanda à Clara si elle acceptait qu'Élise reste. L'enfant hocha la tête. Élise sentit la gravité de cette présence qu'on lui accordait, non comme à une domestique, mais comme à une témoin que la morte semblait avoir appelée par des fils et de la poussière. La lettre d'Ariane disait qu'elle avait découvert la mise en garantie du tram, la falsification d'une partie de l'inventaire et le projet d'Hélène de vendre l'aile, est à un hôtelier avant même d'obtenir l'accord formel de Lucien. Elle écrivait qu'elle avait peur, non de mourir, mais d'être décrite comme folle si elle parlait trop vite. Elle demandait pardon à Lucien de ne pas avoir su l'atteindre dans sa propre tristesse. Puis une phrase le détruisit plus sûrement qu'une accusation. « Si je tombe. » Mon amour, ne fais pas de ton chagrin une chambre fermée. Ouvre les portes pour Clara. Ouvre-les aussi pour celle qu'on aura accusée à ma place.
Lucien posa la lettre contre son front. Il ne pleura pas immédiatement. Son silence fut plus terrible, car il comprenait que pendant 3 ans, il avait précisément fait l'inverse de ce qu'Ariane lui demandait. Hélène entra sans frapper, avertie trop tard par le déplacement du portrait ou par l'un de ses instincts qu'ont les coupables autour des objets dangereux. Elle vit la lettre dans les mains de Lucien, le carnet d'Ariane sur la table, Clara debout à côté d'Élise, et son visage se ferma. « Tu n'aurais pas dû ouvrir cela sans moi, » dit-elle. Lucien leva lentement les yeux. « C'était adressé à moi. Comme beaucoup de choses que tu as décidé de garder entre tes mains, » Hélène se tourna vers Élise avec une haine désormais moins masquée. « Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous donnez à un enfant traumatisé et à un veuf rongé par le remords une histoire qui les détruira. Et pourquoi? Pour venger votre mère. Pour monter dans cette maison par l'escalier de la défunte. » Élise sentit la vieille accusation se déployer, presque identique à celle qui avait autrefois jeté Mireille dehors l'ambition de la femme pauvre. La main trop proche des bijoux, le cœur trop proche du maître, elle répondit sans hausser la voix, « Je ne monte pas dans cette maison. Madame, je descends là où vous avez caché ce qui devait être vu. C'est différent. » Legrude. Lucien fit alors un geste qui changea l'équilibre de la pièce. Il ne prit pas Élise par la main, ne l'attira pas près de lui, ne transforma pas la vérité en scène romantique dont Hélène aurait pu se servir. Il se plaça simplement entre sa tante et le bureau où reposaient les documents. Élise Martin restera à Valombre tant qu'elle le souhaitera et tant que l'enquête interne ne sera pas remise à un avocat indépendant. Elle n'est pas responsable de ce que nous trouvons. Elle est responsable de nous avoir forcés à regarder. Hélène eut un rire bref. Et quand la presse apprendra que le baron Veuve laisse une domestique fouiller les lettres de sa femme morte, que restera-t-il de ton nom? Lucien répondit avec une tristesse ferme. Peu, être ce qui aurait dû rester depuis le début, moins de noms et plus de vérité. Clara, tremblante, se rapprocha de lui sans lâcher le tablier d'Élise. Cette double proximité, l'enfant entre le père et la servante, disait à Hélène qu'elle avait déjà perdu la maîtrise du silence. À la fin de la nuit, Lucien accompagna Élise jusqu'au couloir des combles, non par convenance, mais parce que la maison semblait pleine d'oreilles hostiles. Ils s'arrêtèrent devant la porte de sa petite chambre. La distance entre eux était celle d'un maître et d'une employée, mais aussi celle de 2 personnes qui venaient de lire la même lettre et de comprendre qu'aucune règle sociale ne savait quoi faire d'un chagrin partagé. « Je vous dois des excuses pour ma manière de vous regarder le premier soir, » dit Lucien. Élise répondit avec fatigue. « Vous me devez surtout de ne pas transformer vos excuses en faveur. » Il hocha la tête. « Alors je vous dois de lire les prochains dossiers sans vous demander de porter ma honte. » Cette phrase, parce qu'elle ne cherchait ni pardon ni chaleur, fit plus vaciller Élise qu'elle ne l'aurait voulu. Elle pensa à Ariane, à Mireille, à Clara, puis à cet homme qui commençait seulement à sortir du tombeau où il s'était enfermé. Demain, Madame Hélène signera peu, être avec Maison Aurélien si vous ne l'arrêtez pas. Lucien répondit, « Demain, je convoquerai l'avocat de Tours, le conseil du patrimoine et le restaurateur chargé de récupérer les images. Et vous, Mademoiselle Martin, vous ne servirez pas le silence. » Buena. Élise resta longtemps éveillée après son départ. Sur sa table, il y avait la photo de sa mère, le dessin de Clara, la copie de la lettre d'Ariane et le fragment de dentelle. Elle n'avait plus seulement des soupçons, elle avait des noms, des objets, une enfant qui recommençait à parler et un baron qui découvrait qu'il avait pleuré la mauvaise vérité. Pourtant, elle savait que le plus dangereux commençait. Hélène ne renoncerait pas à un château qu'elle croyait avoir sauvé en sacrifiant les autres. Maison Aurélien ne renoncerait pas à des suites patrimoniales sans pression. Et Lucien, malgré ses mots, restait un homme pris entre un amour mort, une fille blessée et une domestique dont la présence dérangeait l'ordre entier de son monde. Élise posa la dentelle dans une enveloppe plus solide, puis souffla la lampe. Dans le noir, elle entendit au loin Clara murmurer quelque chose dans sa chambre, une phrase encore indistincte mais vivante. « À Valombre. » Les morts n'étaient pas revenus pour hanter. Ils revenaient pour témoigner. Le jour du gala, Château de Valombre retrouva une splendeur qui ressemblait trop à un mensonge bien éclairé. Dès l'aube, des fleuristes vinrent couvrir les cheminées de roses blanches.
Des techniciens installèrent des projecteurs dans la salle de bal, des serveurs extérieurs déchargèrent des caisses de champagne. Et Maison Aurelian fit dresser près de l'entrée un panneau discret, vantant la future renaissance patrimoniale du domaine. Élise repassa les nappes dans l'office avec une précision presque cruelle. Car chaque pli qu'elle effaçait lui rappelait les plis plus anciens que la maison refusait de montrer. Madame Besson, nerveuse, distribuait les consignes depuis sa tablette, tandis qu'Hélène traversait les couloirs en souveraine, vérifiant les bouquets, les cartons d'invitation, la place des journalistes culturels et celle des investisseurs. Lucienne, Louis, resta longtemps dans la bibliothèque avec l'avocat de Tours, l'expert informatique et les copies de la lettre d'Ariane. On avait récupéré quelques secondes supplémentaires de la caméra du hall, une forme claire près de la rampe, une silhouette sombre, un mouvement de tissu, pas encore assez pour accuser, mais assez pour empêcher le sommeil des innocents. Élise croisa Lucien au détour du couloir. Il portait l'habit noir du gala comme un homme contraint de danser dans une chambre funéraire. « Ce soir, elle va vous attaquer par moi, » dit-elle sans détour. « Elle dira que je veux monter dans votre lit en passant par le tombeau de votre femme. » Lucien pâlit, puis répondit avec une gravité basse. « Alors je ne lui laisserai pas transformer votre courage en ambition. » Harsaken. Élise aurait voulu croire cette phrase simple. Pourtant, lorsqu'elle enfila son uniforme de service, robe noire, tablier blanc impeccable, cheveux tirés, chaussures cirées par ses propres mains, elle sentit tout le poids de la distance sociale retomber sur ses épaules. Dans la glace étroite de sa chambre, elle ne vit pas l'héroïne d'une vérité naissante. Elle vit une domestique que l'on pouvait congédier d'un geste, une fille de couturière que les invités ne regarderaient que pour réclamer un verre ou un manteau. Puis elle posa sur la table la photo de sa mère, le fragment de dentelle dans son enveloppe, la copie de la page où Ariane nommait Mireille Martin, et elle comprit que cet uniforme n'était pas seulement une humiliation, il était aussi son avantage. Les gens riches parlent devant ceux qu'ils ne voient pas. Ils trahissent leur inquiétude dans les couloirs, près des vestiaires, entre deux coupes tendues par des mains supposées muettes. Avant de descendre, elle passa voir Clara. L'enfant était assise sur son lit, en robe grisperle, avec un carnet de dessin serré contre elle. « Je n'irai pas, » souffla-t-elle. Élise s'assit à distance. Sur une chaise basse, « Vous n'êtes pas obligée de descendre au début, mais si votre voix revient ce soir, mademoiselle Clara, elle ne doit pas revenir, parce que les adultes la réclamant, elle doit revenir parce qu'elle vous appartient. » Les invités arrivèrent à la tombée du soir dans un ballet de voitures sombres, de talons sur le gravier et de compliments soigneusement choisis. La salle de bal, fermée pendant des mois, brillait sous les lustres rallumés, ses miroirs reflétant les dorures, les tableaux d'ancêtres, les coupes de cristal et le grand portrait d'Ariane déplacé pour l'occasion près de l'estrade. Élise circulait entre les groupes avec un plateau, captant des morceaux de phrases dettes allégées, partenariat historique, suite patrimoniale, veuf enfin raisonnable, enfant fragile, tante et admirable. Maison Aurelian avait installé une maquette numérique sur écran tactile montrant l'aile et transformée en chambre luxueuse, la bibliothèque convertie en salon privé, et l'escalier principal, décrit dans le commentaire comme axe émotionnel du parcours mémoriel. Élise faillit renverser un verre lorsqu'elle lut ces mots. Axe émotionnel. L'endroit où Ariane avait peu, être lutté devenait une expérience pour clients fortunés. Hélène remarqua son trouble et s'approcha avec un sourire de maîtresse de maison. « Mademoiselle Martin, gardez votre plateau droit. La dignité d'une maison dépend parfois de détails très modestes. » Élise inclina la tête. « Je le sais. Madame, c'est souvent dans les détails modestes que les grandes maisons se trahissent. » De Rabara. Lucien prit la parole peu après 21 heures. La salle se tut avec ce respect automatique que le nom Valombre obtenait encore malgré les dettes. Il parla brièvement du château, de la responsabilité de préserver un patrimoine privé dans un monde où les vieilles demeures coûtent plus cher qu'elles ne rapportent. Puis s'arrêta en regardant le portrait d'Ariane. Hélène, placée à sa droite, attendait qu'il présente officiellement l'accord avec Maison Aurelian, mais il ne le fit pas.
Avant toute annonce, dit-il, je dois reconnaître que certaines pièces de l'histoire de cette maison ont été fermées trop longtemps. Un murmure traversa l'assemblée. Hélène se raidit. Élise, près d'une colonne, sentit son cœur battre dans ses tempes. L'océan continua. Plus pâle, mais plus ferme. Des documents appartenant à mon épouse Ariane ont été retrouvés. Ils seront examinés par un avocat indépendant avant que je ne signe quoi que ce soit engageant l'avenir du château. Hélène posa une main sur son bras. Geste élégant pour les invités. Avertissement pour lui. Elle sourit au public et reprit aussitôt le micro avec une aisance parfaite. Mon neveu parle avec la sensibilité d'un homme qui a beaucoup souffert. Rassurez-vous, chers amis, cette prudence honore notre maison et n'entrave en rien l'esprit de ce soir. Va l'ombre avance. Même lorsque certains souvenirs cherchent à le retenir. A Roses, c'est alors que Clara descendit. Personne ne l'avait annoncé. Elle apparut en haut de l'escalier, petite silhouette grise sous les lumières. Tenant dans ses mains le carnet où elle avait dessiné la femme en robe claire, le foulard blanc, l'iris et la silhouette sombre. Les conversations s'éteignirent par vagues. Lucien fit un pas, puis s'arrêta. Comprenant que courir vers elle pourrait transformer son courage en panique, Élise posa son plateau sur une console et avança seulement jusqu'au bas des marches, assez près pour être visible, assez loin pour ne pas remplacer son père. Clara descendit lentement. À mi-chemin, son regard tomba sur une vitrine installée pour le gala. Hélène y avait fait placer plusieurs objets d'Ariane, un éventail, une paire de gants, un flacon ancien et, au centre, un foulard de dentelle blanche présenté comme souvenir de la baronne lors de son dernier bal. Élise reconnut immédiatement le motif. Pas le fragment trouvé sous la marche, mais son jumeau, plus propre, trop bien conservé. Disposé comme une relique innocente, Clara vit le foulard et s'arrêta net. Son visage se vida de couleur. Elle porta ses mains à sa gorge, incapable de respirer. « Non » souffla-t-elle, puis plus fort, avec une terreur qui fendit la salle. Non. Elle l'avait dans la main, pas dans la vitrine. Annie Crow. Lucien monta quelques marches. Mais ce fut Élise que Clara regarda d'abord, comme si la domestique tenait la corde invisible qui l'empêchait de retomber dans le mutisme. Élise parla doucement, sans tenir compte des invités, des caméras, du regard furieux d'Hélène. « Regardez-moi. Mademoiselle Clara, vous êtes ici? Maintenant, ce que vous avez vu n'est plus dans la nuit. Si vous voulez vous taire, vous avez le droit. Si vous voulez parler, personne ne vous coupera. » Clara tremblait si fort que Lucien dut serrer la rampe pour ne pas la prendre dans ses bras malgré elle. Hélène intervint avec une douceur précipitée. « Ma chérie, ce foulard était à ta mère. Bien sûr, tu l'as vu 1000 fois. Et ton pauvre esprit mélange les images. Descends. Nous allons demander à Madame Besson de te ramener au calme. » L'enfant recula violemment. « Non. Vous sentiez l'iris. Vous avez dit chut. Maman voulait donner la lettre à papa. Vous avez tiré le foulard. Elle est tombée après. » Les mots sortirent brisés, mais assez clairs pour que la salle entière les entende. Le visage d'Hélène ne changea presque pas, et pourtant quelque chose en elle se fissura. Le silence des invités n'était plus mondain, il était judiciaire. Hélène se tourna alors vers Élise, choisissant l'attaque la plus ancienne, celle qui avait déjà servi contre Mireille. « Voilà donc votre œuvre. Une enfant malade répétant les mots d'une domestique ambitieuse. Vous entrez dans une maison endeuillée. Vous séduisez la confiance d'une petite fille. Vous troublez un veuve vulnérable. Et soudain vous faites de nos souvenirs une scène de tribunal. Combien de temps vous faudra-t-il avant de prétendre que le baron vous doit davantage qu'un salaire ?» La phrase traversa la salle avec la brutalité d'une gifle cachée sous du velours. Élise sentit le sang lui monter au visage. Non de honte, mais de rage. Elle regarda Lucien, redoutant pendant une seconde qu'il avance pour la défendre de manière trop chevaleresque, et donne ainsi à Hélène le spectacle qu'elle voulait. Mais Lucien ne parla pas à sa place. Il descendit jusqu'à Clara, s'agenouilla devant sa fille, lui demanda si elle voulait venir près d'Élise ou près de lui. Et lorsque l'enfant choisit de se placer entre deux,
Il se releva sans toucher la jeune domestique. « Hélène, dit-il alors, vous n'accuserez pas Élise Martin pour éviter de répondre à Ariane, à Clara et à Mireille. Pas ce soir, pas dans cette maison. » Élise comprit qu'il lui rendait la parole. Elle avança vers la vitrine, demanda à Madame Besson d'apporter l'enveloppe scellée qu'elles avaient préparée, puis posa sur une table le fragment de dentelle trouvé sous l'escalier, la page du carnet de couture où Ariane notait le motif de Mireille, le registre de blanchisserie mentionnant le brûlage d'un tissu remis à Madame H, et la copie de la lettre cachée derrière le portrait. Les invités se pressèrent malgré eux, plusieurs journalistes commencèrent à filmer. Élise n'éleva pas la voix, elle n'en eut pas besoin. Ma mère, Mireille Martin, a été accusée d'avoir volé un tram d'émeraude dans cette maison. Aujourd'hui, nous savons que ce bijou a été mis en garantie par Madame Hélène de Valombre après son renvoi. Ariane le savait. Elle voulait prévenir son mari. Le soir où elle est tombée, un foulard de dentelle qu'elle portait a disparu du dossier officiel. Mais un fragment est resté sous la marche. Clara a dessiné ce foulard pendant 3 ans. Ainsi que le parfum d'iris de la personne présente, Madame Hélène peut dire que je suis une domestique ambitieuse. C'est plus simple que d'expliquer pourquoi les objets, les enfants et les mortes disent la même chose. Byescourt, le représentant de Maison Aurelian, tenta alors de sauver la soirée en parlant de report, de respect des procédures, de suspension temporaire sans remettre en cause l'esprit du partenariat. Lucien se tourna vers lui avec une autorité enfin libérée de la peur du scandale. L'esprit du partenariat voulait transformer l'escalier où ma femme est morte en élément narratif. Il voulait transformer sa chambre en suite patrimoniale. Avant que j'aie lu sa dernière lettre, il n'y aura pas de signature ce soir. Il n'y aura pas de travaux dans l'aile, et aucun contrat ne sera discuté tant que l'enquête sur l'inventaire. Les bijoux et les circonstances de la mort d'Ariane ne sera pas confiée à des autorités indépendantes. Hélène blêmit. « Tu vas détruire Valombre pour une servante et des souvenirs d'enfant. » Lucien la regarda, et sa tristesse sembla soudain plus forte que sa colère. « Non, je vais être perdre ce que tu appelais sauver, mais je refuse de conserver un château qui tient debout seulement parce que les femmes qui l'ont servi ou aimé ont été enterrées sous notre réputation. » Sings, Clara, épuisée par l'effort, se mit à pleurer sans bruit. Élise fit un mouvement vers elle, puis s'arrêta pour laisser Lucien décider avec sa fille. Mais Clara tendit les 2 mains, l'une vers son père, l'autre vers Élise. Ce geste, plus que toutes les déclarations, fit basculer quelque chose dans le cœur de Lucien. Il prit la main de sa fille, et Élise accepta l'autre, consciente du regard de la salle, des murmures, de ce que cette image allait produire dans les journaux et dans les salons. Une domestique tenant la main d'une enfant noble au centre d'un bal interrompu, un baron qui ne la repoussait pas, une morte dont la lettre venait de rouvrir la maison. Hélène tenta encore d'appeler Clara, mais l'enfant secoua la tête, puis prononça avec une netteté nouvelle « Je veux qu'Élise reste... » Élise sentit sa gorge se nouer. Lucien regarda la jeune femme, non avec l'emportement d'un homme qui confond reconnaissance et désir, mais avec l'humilité douloureuse de celui qui sait devoir sa première lumière à celle qu'on lui avait appris à ne pas voir. Elle restera si elle le choisit, dit-il. Plus personne ici ne décidera de sa place à sa place. Horta, la soirée ne s'acheva pas par un scandale éclatant, mais par une série de retraits silencieux. Les invités partirent plus tôt que prévu. Les journalistes restèrent dans la cour. Maison Aurelian demanda un entretien juridique immédiat, et Hélène s'enferma dans son bureau avec son avocat. Élise reprit son plateau à moitié vide dans la salle de bal. Geste absurde après ce qui venait de se passer. Mais ses mains avaient besoin d'une tâche. Lucien la rejoignit près de la console où le champagne tiédissait. « Vous n'avez plus à servir ce soir, » dit-il. Elle eut un sourire fatigué. « C'est mon travail, monsieur le baron, et je refuse que ce soit la première chose dont on me libère comme si c'était une honte. » Il baissa les yeux, comprenant la nuance. « Alors permettez-moi au moins de ne pas vous donner d'ordre. » Ils restèrent côte à côte, sans se toucher. Le lustre éclairait encore la salle où Ariane avait dansé, où Clara avait parlé, où Mireille venait d'être défendue par sa fille. Lucien murmura que pour la première fois depuis 3 ans, il avait l'impression de ne pas trahir Ariane en respirant,
Élise répondit doucement. Peut être que les morts ne demandent pas qu'on arrête de vivre. Peut être qu'ils demandent seulement qu'on arrête de mentir en leur nom. Dorai. Plus tard, dans le couloir de l'aile ouest, Clara s'endormit enfin sur un canapé près de la chambre de couture, une couverture sur les épaules. Élise rangeait les documents avec Maître Renou. Appelé en urgence par Lucien dès la fin du gala, tandis que l'expert informatique annonçait avoir récupéré une image plus nette à partir des fichiers corrompus, on y voyait encore mal les visages, mais assez pour distinguer deux silhouettes au sommet de l'escalier et le mouvement brusque d'un foulard arraché. La preuve restait fragile. Mais la parole de Clara, les registres et la lettre d'Ariane lui donnaient désormais un poids que personne ne pourrait balayer comme un caprice d'enfant. Lucien signa devant témoin l'annulation de la signature prévue avec Maison Aurelion et la suspension des pouvoirs d'Hélène sur l'inventaire du château. Il ne demanda pas à Élise de le regarder avec fierté, c'est la Comte. En remontant vers les combles, elle sentit pourtant sa présence derrière elle, à distance respectueuse. « Mademoiselle Martin, dit-il enfin, ce soir, vous avez tenu une salle que beaucoup d'hommes de mon nom auraient fui. » Elle se retourna, en uniforme taché de cire et de champagne. « Non, monsieur le baron, j'ai seulement refusé de baisser les yeux pendant que votre maison essayait encore de parler plus fort que les preuves. » Il resta silencieux, atteint par la beauté sévère de cette réponse, puis il dit qu'il avait peur de ce qui allait suivre l'enquête. Les journaux, les questions sur Ariane, les murmures sur Élise, les attaques contre Clara. Élise le regarda longtemps, et sa fatigue la rendit plus honnête que prudente. Avoir peur ne vous rendra pas lâche. Laissez votre peur choisir qui doit se taire. Oui. Il acquiesça. Pendant une seconde, la distance entre eux sembla moins faite de rang social que de deux douleurs qui avaient appris à se reconnaître sans se confondre. Élise aurait pu tendre la main, Lucien aussi, aucun ne le fit. Ce n'était pas le moment d'un amour déclaré dans un couloir. Pendant que la mémoire d'Ariane saignait encore sur des pages ouvertes, pourtant, quelque chose avait changé. Le cœur du baron ne s'ouvrait pas contre sa femme morte, mais parce que la vérité d'Ariane l'autorisait enfin à sortir du tombeau. Élise, en regagnant sa chambre, comprit que le plus grand danger n'était plus d'être renvoyée, c'était de rester visible et d'accepter que cette visibilité ne la transforme pas en imposture. Dans la cour, les dernières voitures s'éloignaient. Valombre ne dormait pas. Pour la première fois, il veillait, le lendemain du gala. Château de Valombre ne ressemblait plus à une demeure noble, mais à un corps après une opération sans anesthésie. Les bouquets blancs se fanaient encore dans la salle de bal. Les verres non terminés portaient des traces de lèvres mondaines. Les techniciens démontaient les projecteurs avec une discrétion coupable, et dans la cour, deux journalistes attendaient sous leur parapluie, en espérant obtenir une phrase du baron veuf ou de la domestique qui avait fait trembler un contrat hôtelier. Élise traversa le hall à l'aube avec un seau d'eau claire, non parce qu'on le lui avait ordonné, mais parce qu'elle refusait que le désordre de la veille soit nettoyé par d'autres, comme si la vérité était une saleté honteuse. Au bas de l'escalier, elle s'arrêta devant la troisième marche. C'était là que le fragment de dentelle avait attendu 3 ans, coincé dans la pierre. Plus fidèle qu'une famille entière, Lucien la trouva agenouillée. Le chiffon immobile dans la main, il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait. Il dit seulement, d'une voix encore marquée par la nuit, « Le procureur a demandé que les pièces soient transmises. L'avocat du patrimoine arrive de Tours. Et le conseil de conservation sera ici à midi. Hélène prétend qu'elle a agi pour sauver Valombre d'une faillite publique. Aris wanna send. » Élise se releva lentement. Elle portait encore son uniforme, mais sans tablier, comme si elle n'avait pas encore décidé quelle partie de sa place elle acceptait de garder. Sauver une maison en laissant 2 femmes porter la honte, ce n'est pas sauver. C'est choisir quel mur mérite plus que quelle vie. Lucien reçut la phrase sans défense. Depuis la veille, quelque chose dans son visage avait changé. Il n'avait pas moins de chagrin, mais son chagrin n'était plus tourné vers lui-même comme une chambre fermée. Il regardait enfin vers Ariane, vers Clara, vers Mireille Martin, vers Élise. « Je vais demander publiquement la réhabilitation du nom de votre mère. » dit-il, « l'inventaire sera corrigé.
La banque devra reconnaître l'usage de la broche d'émeraude comme garantie et la mention de vol sera retirée des archives de la maison. Élise baissa les yeux vers ses mains. Pendant des années, elle avait imaginé une telle phrase comme une victoire éclatante. Maintenant qu'elle arrivait, elle avait le goût amer des choses rendues trop tard. Ma mère ne redeviendra pas jeune parce que votre avocat écrit une lettre. Elle ne récupérera pas les maisons qui l'ont refusée, ni les nuits où elle a cru que personne ne la croirait jamais. Lucien répondit doucement, « Je sais. Je ne vous demande pas de prendre la justice pour une réparation complète, seulement de me laisser commencer par ce qui peut encore être dit. » Waliwanessa. Hélène apparut à la porte de la bibliothèque. Lorsque le conseil de conservation arriva, elle n'avait pas fui. C'était peu, être ce qui la rendait plus dangereuse encore. Elle portait un tailleur sombre, les cheveux parfaitement retenus, et son parfum d'iris, plus léger que d'habitude, semblait cette fois chercher à se faire oublier. Devant les avocats, les représentants du patrimoine, l'expert informatique, Madame Besson, Lucien et Élise, elle parla avec une dignité presque convaincante. Elle expliqua les dettes accumulées par l'ancien baron, les travaux urgents sur les toitures, les impôts, les créanciers, les lettres humiliantes, les banquiers qui souriaient devant les tableaux, tout en calculant leurs ventes. Elle dit qu'Ariane, avec son idéalisme, ne comprenait pas qu'une maison comme Valombre ne survit pas avec de la dentelle et des souvenirs, mais avec des sacrifices. Puis elle posa enfin son regard sur Élise. « Votre mère a été prise dans une histoire plus vaste qu'elle. Je n'ai jamais voulu la détruire personnellement. Quant à Ariane, elle était fragile. Ce soir-là, elle m'a accusé. Elle a voulu courir prévenir Lucien. Elle a tiré sur son foulard. Elle a perdu l'équilibre. Je n'ai pas poussé sa mort. J'ai seulement empêché sa folie de détruire ce qui restait. It's a sexting. » Un silence épais suivit. Ce n'était pas un aveu complet. Mais c'était déjà la fissure que la maison attendait. Lucien s'approcha de la table où reposaient les pièces. La lettre d'Ariane, le carnet de couture, le registre de blanchisserie, le dossier bancaire de la broche d'émeraude, les images récupérées de la caméra, les dessins de Clara. Il posa sa main près de la lettre de sa femme, sans la toucher. « Vous avez empêché sa voix de me rejoindre. Vous avez accusé Mireille Martin pour couvrir une opération financière. Vous avez laissé Clara grandir dans un silence que vous saviez habiter. Et vous appelez cela empêcher une folie. » Hélène serra les lèvres. « Tu parles comme un homme qui découvre la morale après avoir laissé les autres payer les factures. » La phrase aurait autrefois courbé Lucien sous la culpabilité. Cette fois, il ne recula pas. « Oui, j'ai laissé d'autres tenir debout ce que j'aurais dû regarder, mais je refuse que ma faute continue à vous servir d'alibi. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus pouvoir sur l'inventaire, sur les archives, ni sur la négociation avec Maison Auréliane. » Hello, Blue. Clara entra alors dans la bibliothèque. Tenant la main de Madame Besson, la veille l'avait épuisée. Mais sa voix, au lieu de disparaître à nouveau, semblait fragilement installée en elle, comme une flamme protégée par deux paumes. Hélène la vit et pâlit. « Clara, tu ne devrais pas être ici. » L'enfant ne se cacha pas derrière Élise cette fois. Elle s'approcha de la table, posa sur les dossiers un dessin qu'elle avait fait dans la nuit et regarda son père. Sur la feuille, la scène était plus claire. Ariane, en haut de l'escalier. Le foulard tendu entre deux mains, une petite fille derrière la rampe, et un flacon d'iris tombé près du mur. Maman n'était pas folle. Dites Clara. Les mots étaient encore lents, mais ils avaient une ligne entière. Elle voulait donner la lettre. Tante Hélène a dit que papa ne devait pas savoir. Maman a voulu partir. Le foulard s'est tiré. Maman est tombée. Après, tante Hélène a dit que si je parlais, papa mourrait de chagrin aussi. Lucien ferma les yeux comme si chaque mot entrait dans sa chair. Hélène recula. Non par honte visible, mais parce que la voix de Clara rendait inutile son vocabulaire élégant. Élise sentit les larmes monter et les retint. L'enfant n'avait pas seulement parlé, elle avait repris à Hélène l'arme la plus ancienne, le silence. Le représentant du conseil de conservation demanda alors que la salle soit vidée de toute personne non concernée par la procédure. Lucien refusa qu'Élise sorte. Hélène sourit aussitôt.
saisissant la faille sociale comme une lame. Voilà exactement le problème. Une domestique n'est pas concernée par la gestion juridique d'un patrimoine familial. Élise, qui s'apprêtait déjà à reculer par habitude, sentit la main de Madame Besson se poser brièvement sur son bras. Ce geste minuscule lui rappela que même les serviteurs peuvent se transmettre du courage. Elle releva la tête. « Je suis concernée parce que le nom de ma mère apparaît dans vos archives comme celui d'une voleuse. Je suis concernée parce qu'Ariane l'a défendue dans son carnet. Je suis concernée parce que Clara m'a confié ses dessins quand personne n'écoutait leur langage. Et si mon uniforme vous dérange dans cette pièce, madame, c'est peu, être parce que vous avez toujours compté sur les uniformes pour faire disparaître les témoins. Personne ne parla après cela. Lucien ne la défendit pas. Et pour une fois, cette absence de défense était une forme de respect. Il lui laissait sa voix entière, sans la recouvrir de son rang. Les décisions tombèrent dans l'après-midi. Maison Aurelian suspendit son projet pour éviter le scandale public, puis envoya un communiqué prudent parlant de respect des procédures patrimoniales et de la mémoire familiale. Les pouvoirs d'Hélène sur la fondation informelle qui gérait l'entretien du château furent gelés, l'inventaire des bijoux, des tableaux et des archives textiles fut placé sous contrôle d'un expert indépendant, l'affaire de la broche d'émeraude fut transmise aux avocats avec demande officielle de réhabilitation de Mireille Martin quant à la mort d'Ariane. Elle ne serait plus traitée comme un simple accident privé. Les images récupérées, la lettre cachée, les dessins de Clara et les aveux partiels d'Hélène justifiaient une réouverture au moins administrative. Peut être judiciaire. Lorsque Hélène signa sa mise à l'écart provisoire, sa main ne trembla pas. Elle regarda Lucien et dit avec une lassitude qui ressemblait presque à de la vérité, « Tu verras, un jour, qu'une maison ne remercie jamais ceux qui l'ont sauvée au mauvais prix. » Lucien répondit, « Peut être, mais je préfère qu'elle cesse enfin de punir ceux qui ont refusé ce prix. » Magrousse, le soir même, Élise téléphona à sa mère depuis le petit jardin derrière l'office. Mireille Martin répondit d'une voix inquiète, car sa fille appelait rarement à cette heure. Élise ne sut pas par où commencer. Elle regarda les fenêtres du château, les silhouettes des journalistes au-delà de la grille, la lumière de la chambre de Clara, puis dit simplement « Maman, Ariane ne t'a jamais cru coupable. Elle a écrit ton nom, elle a écrit que tu avais une excellente main. » De l'autre côté, il y eut d'abord un souffle, puis un silence brisé par des pleurs que Mireille tenta inutilement de cacher. Élise raconta la broche, Léa Carnet, les démarches, la réhabilitation à venir. Sa mère ne demanda pas d'argent, pas d'excuses publiques, pas de revanche spectaculaire. Elle demanda seulement si sa fille allait bien dans cette maison. Élise regarda Lucien apparaître à distance, près de la porte vitrée, s'arrêtant aussitôt pour ne pas envahir son appel. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle, « mais cette fois, je ne suis plus seule à savoir que nous n'avons pas volé. » Mireille pleura davantage. Et Élise comprit que certaines injustices ne guérissent pas lorsqu'on les corrige. Elles respirent enfin sans honte. Les jours suivants, Valombre devint une maison traversée par les papiers, les visites officielles et les regards nouveaux. Des journalistes culturels écrivirent sur l'affaire, parfois avec justesse, parfois avec cette gourmandise qui transforme les douleurs aristocratiques en feuilletons élégants. Lucien refusa les interviews centrées sur l'amour supposé entre le baron et la domestique, ce qui n'empêcha pas les titres de murmurer. Élise lut une phrase insinuant qu'elle avait conquis le cœur du veuf en révélant les secrets de sa femme. Puis referma le journal avec dégoût. Lucien la trouva dans l'office. « Je peux demander un démenti. » Elle secoua la tête. « Ils remplaceront une phrase par une autre. Je ne veux pas que vous nettoyiez mon image comme on nettoie une tache sur votre nom. Je veux que le projet de fondation avance, que la mémoire d'Ariane soit traitée correctement et que ma mère reçoive sa lettre. » Il accepta. Ce fut ainsi que naquit l'idée qui changea vraiment le château Valombre, ne deviendrait pas un hôtel, mais une fondation privée de conservation, ouverte à des formations en restauration textile, broderie, inventaire patrimonial et métiers de service. Destinée en priorité à des femmes sans réseau, celles que les grandes maisons utilisent puis oublient. Clara fut la première à choisir une salle pour cette future école. Elle désigna la chambre de couture d'Ariane. Lucien hésita. Par réflexe de protection,
Mais Élise lui dit que fermer une pièce ne protège pas une mémoire. Cela la prive d'air. On nettoya donc la chambre sans effacer ses traces. Les boîtes de fils furent classées, la machine ancienne restaurée, les cahiers numérisés, et dans une vitrine sobre, on plaça une copie de la page où Ariane avait écrit le nom de Mireille Martin, la broche d'émeraude, récupérée auprès de la banque après des procédures compliquées, ne retourna pas dans l'écrin familial. Lucien la fit exposer avec une plaque expliquant qu'elle avait servi à couvrir une injustice et que sa valeur ne serait plus jamais séparée de cette histoire. Hélène, retirée dans une maison près d'Angers pendant l'instruction, envoya une seule lettre à Clara. Lucien demanda à sa fille si elle voulait la lire. Clara répondit qu'un jour peut être, mais pas encore, personne ne la força. C'était une révolution discrète à Valombre, les enfants, les domestiques et les mortes n'étaient plus sommés de parler au rythme des puissants. Entre Élise et Lucien, les choses avancèrent plus lentement que les journaux ne l'auraient voulu. Il lui proposa plusieurs fois de quitter son poste de domestique, mais jamais comme un ordre, jamais comme une délivrance obligée. Elle refusa d'abord, puis accepta de devenir responsable des archives textiles de la Fondation en création, avec un contrat relu par un avocat extérieur et un salaire qui ne dépendait pas de la gratitude du baron. Ce détail compta plus que toutes les fleurs qu'il aurait pu lui offrir. Un soir, alors qu'il classait les derniers dessins de Clara dans une boîte choisie par l'enfant, Lucien lui dit qu'il avait cru aimer Ariane en restant fidèle à son tombeau. Vous m'avez appris que la fidélité pouvait aussi consister à finir ce qu'elle avait commencé. Ajouta-t-il. Élise répondit qu'elle n'avait rien appris par noblesse. Seulement par colère et par amour pour sa mère. Lucien sourit tristement. La colère et l'amour font parfois de meilleurs professeurs que les traditions. Elle le regarda alors avec une tendresse qu'elle ne pouvait plus entièrement nier, mais qu'elle refusa de transformer en promesse trop rapide. Ne faites pas de moi la récompense de votre courage. Lucien. Il répondit sans hésiter. Non, vous n'êtes pas une récompense. Vous êtes la personne devant qui je veux apprendre à ne plus me mentir. Watson. Au printemps, la Fondation Valombre et Ariane ouvrit officiellement ses portes sans gala mondain. Mireille Martin vint de Tours pour la première fois depuis son renvoi. Elle arriva en tailleur simple, les mains crispées sur son sac, et Élise crut voir dans ses yeux la jeune couturière humiliée traverser une porte qui l'avait condamnée. Madame Besson l'accueillit la première. Puis Lucien s'avança et lui présenta des excuses publiques devant les apprentis, les artisans, les représentants du patrimoine et Clara. Il ne parla pas trop. Il dit que Valombre avait laissé son nom être sali pour protéger ses finances et que cette faute appartenait à la maison autant qu'à ceux qui l'avaient commise. Mireille écouta, très droite, puis elle demanda à voir la chambre de couture. Là, devant les fils rangés et la page d'Ariane, elle posa 2 doigts sur son propre nom écrit par la baronne morte. Elle avait une belle main aussi. Murmura-t-elle. Élise pleura enfin, non comme une fille qui demande justice, mais comme une fille qui voit sa mère rentrer dans une histoire dont on l'avait chassée. Ce soir-là, après le départ des invités, Clara joua du piano dans le petit salon bleu. Elle ne jouait pas parfaitement, mais chaque note semblait affirmer que le silence n'avait plus toute la maison. Mireille dormait dans une chambre d'amis. Madame Besson souriait en cachette dans l'office, et la salle de bal, autrefois théâtre du mensonge, attendait ses premières apprentis en restauration. Élise sortit sur la terrasse. Lucien la rejoignit sans se placer trop près. Le crépuscule posait sur les pierres une lumière douce qui n'avait rien d'aristocratique, seulement la fatigue apaisée d'un lieu qui avait survécu à sa propre vérité. « Vous allez rester ?» demanda-t-il enfin. Élise regarda le jardin. La Loire au loin, les fenêtres où Ariane avait peu, être attendu qu'on la croie. Je vais travailler ici, je vais aider ma mère à enseigner la dentelle. Je vais veiller à ce que Clara garde sa voix. Pour le reste, je ne veux pas entrer dans votre vie comme une domestique qu'on élève par amour, ni comme une femme qui remplace une morte. Lucien répondit avec une douceur grave. Alors entrez seulement là où vous choisissez d'entrer. Je laisserai les portes ouvertes. Sans vous pousser. Bye. Élise se tourna vers lui. Elle revit l'homme du premier soir. Froid. Enfermé dans son deuil. Prêt à la soupçonner d'avoir troublé sa fille. Elle vit aussi celui qui avait reculé pour laisser Clara parler.
qui avait laissé une domestique tenir debout devant sa famille, qui apprenait à ne plus confondre protection et contrôle. Son cœur ne céda pas comme dans les contes où les barrières de classe tombent sous un regard. Il s'ouvrit avec prudence, parce que la prudence est parfois la forme la plus honnête de l'espoir. « Demain matin, les apprentis arrivent à 8 heures, dit-elle. Si vous voulez vraiment aider, ne venez pas faire un discours de baron, venez porter les tables. » Lucien sourit. Et dans ce sourire, il y avait moins de tristesse qu'autrefois. « Je viendrai porter les tables. » Clara. Depuis le salon, joua une fausse note puis éclata d'un petit rire surpris. Élise et Lucien se regardèrent. Ce rire traversa la maison plus sûrement qu'une déclaration. Plus tard, Élise monta seule le grand escalier. Elle s'arrêta sur la 3e marche, là où tout avait commencé pour elle, avec un seau, un fragment de dentelle et la voix tremblante d'une enfant. Le marbre ne paraissait plus aussi froid. On n'avait pas effacé la tache claire laissée par les nettoyages anciens. Sur décision de Clara, elle resterait visible, protégée par une plaque discrète qui parlerait non d'une chute tragique, mais d'une vérité retrouvée. Élise posa la main sur la rampe. Elle était venue ici comme domestique, avec un contrat d'agence et l'idée de ne pas faire de bruit. Elle n'avait pas conquis le cœur du baron par beauté. Soumission ou hasard romantique, elle avait forcé une maison à regarder ce qu'elle demandait aux femmes pauvres de porter en silence, et si Lucien l'aimait désormais, ce n'était pas parce qu'elle avait remplacé Ariane, mais parce qu'elle avait aidé Ariane à finir de parler. Balombre, enfin, reconnaissait les voix qu'il avait enterrées, celle d'Ariane, celle de Clara, celle de Mireille, celle d'Élise. Dans le hall apaisé, la domestique qui n'avait pas baissé les yeux comprit qu'elle n'avait pas seulement trouvé une place auprès d'un baron, elle avait rendu à une maison la honte nécessaire pour devenir digne